Bonsoir tout le monde les amis, bienvenue dans ce nouveau Dîner de l'horreur, le deuxième épisode. Vous avez apprécié le premier avec Zebrolos, merci à vous pour tous vos retours, c'est trop cool. Le format est hyper naturel, hyper simple. Et pour cela j'ai invité une personne que j'apprécie beaucoup dans son contenu et même humainement. Si je vous dis les mots enquête, dark web, vous l'avez sûrement. Les amis, un tonnerre d'applaudissements pour Kinoui. Hello tout le monde et bienvenue, c'est moi, Kinoui. Cette intro est désastreuse, mais j'aime. Horrible. On garde ce naturel, je suis fan mec. Comment ça va mec, on se serre la main? On se serre la Comme ça main. on fait genre on est complices? On est extrêmement complices. Comment tu vas? Bien toi? T'es content d'être dans cette ambiance? Extrêmement content, c'est très beau, sympa chez toi. Pas très glauque en plus. C'est quoi le truc qui te fait le plus flipper dans la pièce là? Peut-être toi. Pour être tout à fait franc. Non, je crois que ce gros frigo là, un peu plein de sang. Personne ne le verra, il est hors cadre. Si. Mec, j'aimerais te parler d'un petit truc pour les gens qui ne te connaissent pas. C'est important de le préciser parce que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ne connaissent pas forcément. Toi, en quelques mots, en quelques phrases, comment tu décrirais ce que tu fais sur YouTube, à part évidemment le mot dark web quoi. En vrai, je fais des vidéos sur pas mal de sujets qui touchent au mystère, aux énigmes, au dark web quand même, au côté un peu sombre d'internet, l'informatique, le hacking, et j'essaye soit de parler de sujets un peu méconnus, on va dire, du grand public, résoudre un peu des énigmes, montrer des sujets un peu divertissants aussi, tout en apportant un côté un peu de prévention. Le but aussi, c'est de donner des conseils aux gens, leur montrer comment se protéger de certaines arnaques, des choses comme ça. Je pense que c'est un mélange de plein de trucs, mais en gros, c'est un peu ça l'ambiance générale de ma chaîne. Mec, je suis fan, dis-toi que je te suis mec depuis... Alors parce qu'il faut le savoir, à la base, moi j'étais un abonné mec. Ah, incroyable. De base, je faisais pas de vidéos, j'étais un abonné, je te suis depuis la secte Primal Catacombe. C'est très vieux. C'était pendant le confinement. Salut à toi. Non, mais trop cool. Ça a pris ça de l'ampleur à l'époque. Mais je pense que c'est vraiment la série qui a fait que ça s'est un peu développé. Parce que je pense que les gens s'identifiaient un petit peu, à l'époque encore plus, je faisais vraiment plus jeune, même physiquement et tout. J'étais chez moi, j'étais encore chez mes parents, et j'avais infiltré un truc un petit peu sombre, un peu machin, et c'est vrai que les gens se posaient des questions, et ils se disaient, mais c'est fou ce qui se passe. Et ils avaient envie de suivre le truc comme une série, quoi. J'étais dans ces personnes-là mec. Mais trop bien. Même mon cadreur Christian était avec... Cool, mais ça fait trop plaisir. Merci à toi, Christian. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez connu Kinoui, parce qu'il y aura forcément des gens de ta communauté qui vont voir cette vidéo. Comment vous l'avez connu, avec quelle vidéo, ça peut être hyper intéressant. Et toi après dans les commentaires tu verras un petit peu, ah wesh, Ouais. peut-être des trucs étonnants. Comme on est sur un format horreur, j'aimerais savoir, personnellement toi, est-ce que tu as déjà été traumatisé par une expérience flippante qui t'arrive par exemple dans la rue, n'importe comment, paranormal peut-être? Est-ce que tu as déjà lu un livre qui t'a traumatisé, une histoire que t'as entendue vraiment qui t'a bouleversé, au point où t'en as pas dormi la nuit, une vidéo que t'as vue peut-être sur le dark web Ouais. qui t'a traumatisé? J'aimerais savoir si t'as des expériences comme ça. Je crois qu'il y a pas mal de choses. Je suis un grand fan de films d'horreur. Moi, de base, je suis un grand fan de films d'horreur. Avec ma sœur, on adore ce truc-là depuis qu'on est petit, on en regarde beaucoup. Et je crois que j'ai été traumatisé parce que j'ai dû en voir très jeune des films. Et je me souviens qu'à la fin, quand tu voyais que c'était inspiré d'une histoire vraie, c'est le genre de truc qui pouvait te traumatiser, tu vois. Moi, par exemple, le film, alors ça c'est pas une histoire vraie, mais le film Le Cercle, The Ring, je sais pas si... Ah The Ring, ouais, je l'ai pas vu. C'est un classique mais je l'ai pas. Un classique, mais je crois que c'est ce film qui m'a le plus traumatisé. Après, bon, c'est de la fiction évidemment. Mais sinon, en termes d'histoire vraie, je pense que sur le dark web, j'ai vu pas mal de choses un peu sombres. Si tu pouvais me citer le pire truc que t'as vu, ce serait quoi? T'as des vidéos d'assassinats, de choses comme ça. Et tu les as vus quoi en direct ou c'est non des trucs déjà filmés? Ouais, c'est des trucs déjà filmés, c'est vraiment des vidéos publiées comme ça. Et pas floutés j'imagine? Non, pas flouté, non, bien sûr. Et c'est vrai que t'as des vidéos un peu hard. Sur Twitter aujourd'hui aussi, tu commences à avoir des trucs un peu violents, hein. Ça se diffuse un peu partout, mine de rien. Mais je sais que sur le dark web, les premières vidéos un peu hard que j'ai vues, c'était sur le dark web. Et ouais, t'as des trucs un peu vénères. Bon, pour t'expliquer un petit peu mec le format et aussi évidemment aux gens, mais bon, ils commencent à le connaître un petit peu sur la chaîne. On a du coup un menu avec plusieurs histoires. On a l'entrée, le plat, un dessert, comme on peut avoir finalement au restaurant. Tu auras avec plusieurs titres d'histoire. Par exemple, l'entrée, tu as 3 titres et tu pourras choisir l'histoire qui t'attire le plus avec le titre qui est le plus, que tu estimes le plus flippant ou du moins qui t'intrigue le plus. On commence, tu le verras, à de simples témoignages Reddit pour finir à des trucs vraiment inhumains. On est top 17 France sur Spotify. On est remonté top 18 ce matin. Je suis très déçu de ça. Mais c'est pas grave les amis, vraiment c'est grâce à vous. Merci évidemment de me suivre sur Spotify. Vous pouvez m'écouter en format audio là-bas et vidéo maintenant. Vous pouvez m'écouter vraiment partout, c'est super cool pour ça Spotify. Dans le train, pendant que vous faites à manger, pendant que vous dormez même. Tout le monde fait ça, j'ai l'impression. J'ai ouvert récemment les amis d'ailleurs un canal Instagram. J'y partagerai là-bas les backstage, des anecdotes, des vocaux un peu drôles ou pas, des actualités sur la chaîne. Mais aussi le plus important, vos histoires que vous m'avez envoyées sur l'adresse leo@d-influence.com. N'hésitez pas à m'envoyer des histoires, que ce soit des rencontres étranges que vous avez pu faire, des vidéos paranormales que vous avez pu filmer ou des histoires paranormales que vous avez pu vivre aussi. Voilà, envoyez-moi tout ça sur l'adresse et j'y partagerai tous les 2 jours des histoires que vous avez vécues. Comme ça, voilà, c'est un peu comme Wattpad, on a des histoires d'abonnés et des témoignages plutôt sympas. Kinoui, tu parles toi de dark web, d'histoires flippantes, d'enquêtes aussi beaucoup, de cybercriminalité, etc.
Ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, le menu sera en fonction de ton thème. J'aime bien adapter le thème en fonction de ce que mes invités kiffent et surtout ce qu'ils font aussi dans la vie. Comme toi, tu parles beaucoup de dark web. Les histoires seront full en rapport avec le dark web et des choses bizarres qu'ils ont vues sur Internet, ou du moins tout le temps Internet est relié dans les affaires. Donc voilà, mec. Est-ce que t'es prêt? Trop cool, hâte de découvrir ça. Allez. Entrée, témoignage 1, j'ai cherché les prénoms de mes parents sur le dark web. Vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé. Intriguant. Intriguant. Témoignage 2, j'ai rejoint un dark web chatroom. C'était la pire erreur de ma vie. Témoignage 3, j'ai trouvé un lien enfoui sur un ancien forum du dark web. J'aurais aimé ne jamais cliquer dessus. Je pense que le premier m'intéresse bien. Témoignage 1, c'est intriguant tout le monde, j'espère que j'ai fait le bon choix et que vous êtes content. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo. Tu le rappelles, merci, j'ai du mal à le rappeler. Je trouve que c'est pas très naturel et j'ai l'impression de forcer les... C'est compliqué en tant que youtubeur de demander le like, mais en vrai, je vous assure que ça soutient énormément. Donc si vous kiffez les vidéos de Léo, c'est gratuit. Mettre le petit like, ça permet d'être mis en avant par la plateforme. C'est le seul moyen que vous avez pour le soutenir, donc n'hésitez pas. C'est génial, tu es mon directeur artistique, rien à voir. J'ai rencontré mon meilleur ami Alex peu après mon arrivée au lycée. Mes parents avaient décidé de déménager dans une nouvelle ville et je me retrouvais seul, sans amis. Au début, c'était pesant, mais je m'y suis habitué. Ce déménagement, il l'avait justifié par une série de meurtres dans notre ancienne ville. Ce qui a fait que je suis devenu si proche d'Alex, c'est notre passion commune pour Internet et tout ce qu'il offrait. J'étais accro aux jeux vidéo, abonné niveau 3 à Pokémon, alors que lui, c'était un vrai codeur, un développeur dans l'âme. 2 ans ont passé et on était toujours inséparables. Mais on avait grandi, mûri, et Alex était devenu obsédé par le dark web. Il y passait ses journées à fouiller dans ses recoins les plus obscurs. Rien d'illégal à ce stade, mais un jour, une recherche qu'il a faite a tout changé. Je me souviens m'être réveillé un matin avec des dizaines de messages de sa part. C'était très inhabituel. Alex n'était pas du genre bavard, alors autant de textos m'ont tout de suite alerté. En les lisant, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. « Mec, Jacques, tu dois venir tout de suite, c'est important. Jacques, s'il te plaît, réveille-toi, c'est urgent. Où es-tu » Et ça continuait comme ça. Tous les messages disaient que je devais venir chez lui immédiatement. Mes parents étant au travail, je suis parti sans attendre. Arrivé devant chez lui, j'ai découvert 4 voitures de police, des journalistes, des caméras, des curieux. J'ai traversé la foule et sa mère a demandé au policier de me laisser entrer. Elle pleurait en m'ouvrant la porte. « Que se passe-t-il, Madame Gonzalez ?» ai-je demandé. « Alex a disparu », a-t-elle dit, en fondant en larmes. J'ai senti mon cœur se briser. Il m'avait encore envoyé des messages ce matin. Et s'il avait essayé de me prévenir? Et si sa disparition était liée à ça? En état de choc, je suis allé voir un des enquêteurs dans la cuisine. « Alex va-t-il bien ?» ai-je demandé. « Bien sûr qu'il va bien, on va le retrouver très bientôt », a-t-il répondu. Mais son ton sonnait faux. Je le sentais au fond de moi. Une intuition que je ne le reverrai jamais. J'ai repensé au message et j'ai montré mon téléphone au détective. Il m'a écrit ce matin. Et si ces messages avaient un lien avec sa disparition? Il les a lus. Son visage s'est figé. Il m'a dit qu'il devait garder mon téléphone pour les besoins de l'enquête et qu'il me le rendrait plus tard. Je suis resté un moment dans la maison à essayer de consoler ses parents. Ils m'avaient toujours traité comme un membre de leur famille. Voir sa mère dans cet état m'a brisé. Puis, à un moment, j'ai décidé d'aller dans la chambre d'Alex, chercher quelque chose, n'importe quoi, un indice. J'ai tout fouillé, mais rien ne ressortait vraiment. Puis, j'ai vu que son ordinateur était allumé, mais l'écran éteint. J'ai donc appuyé sur le bouton, l'écran s'est allumé et mon cœur s'est arrêté. Il était sur le dark web. Rien d'étonnant jusque-là, mais des dizaines d'onglets étaient ouverts. Ça, ce n'était pas normal. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai commencé à les parcourir. Les premiers onglets étaient plutôt classiques pour lui. Puis les choses sont devenues étranges. Un des onglets montrait un vieil article sur un meurtre. Une femme retrouvée morte dans son appartement. Son corps mutilé, découpé, recouvert d'acide. Les photos m'ont donné la nausée. J'ai voulu fuir, mais j'ai cliqué sur un autre onglet. Même chose. Puis encore, un autre. Des dizaines. Tous racontaient un meurtre. Mais l'un d'eux m'a glacé le sang. Il s'agissait d'un meurtre survenu 2 ans plus tôt. Celui de notre ancienne voisine. Le déclic a été brutal. Putain, what? C'est flippant en vrai quand même l'histoire. Hein. T'imagines, tu vis ce genre de truc, tu découvres des histoires, tu vas sur l'ordi de ton pote, tu vois tout ça. C'est terrifiant. Hein. J'ai tellement pas envie de vivre ça, mec. C'est peu probable, mais t'as des gens qui vivent forcément ce genre de truc. On est tellement sur la planète, mec, t'as des circonstances qui doivent arriver à une personne sur 7 milliards, tu vois, mais c'est fou quoi. C'est ce meurtre qui avait poussé mes parents à déménager. Mais comment Alex savait-il ça? Je ne lui en avais jamais parlé. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Mais alors, j'ai vu sa dernière recherche. C'était mon nom de famille. Je suis sorti de la chambre en courant, paniqué. « Tout va bien ?» m'a demandé la mère d'Alex. « Oui, je dois rentrer pour dîner », ai-je répondu. Sur le chemin du retour, mes pensées étaient un vrai chaos. Pourquoi avait-il cherché mon nom? Pensait-il que j'étais impliqué? Et s'il essayait de m'avertir? Pas de m'accuser.
J'ai couru jusqu'à ma chambre, j'ai claqué la porte et allumé mon ordinateur. Tor, VPN, et je me suis connecté au dark web. J'ai tapé mon nom de famille, mais rien. Page blanche. Je rafraîchis, toujours rien. Mais au moment où j'allais abandonner, la page a commencé à se charger. Elle a mis plusieurs minutes, puis des centaines de vidéos sont apparues. Des vidéos de meurtre, toutes liées à mon nom. J'ai voulu fermer, mais je n'ai pas pu. Lié à son nom? What? Ouais, chelou. Si tu veux mon avis, il y a une histoire bizarre derrière. J'ai cliqué sur la première, une femme attachée à une chaise. Je l'ai reconnue, notre ancienne voisine. Tatouage en forme de cœur sur le cou, elle hurlait, se débattait. Puis 2 personnes sont entrées dans le cadre. Mes parents. Mon père avec un couteau, ma mère avec un scalpel. Ils ont commencé à la torturer, lentement. Je ne pouvais pas détourner le regard. 5 minutes d'horreur, le sang partout, ces cris, puis le silence. Une autre vidéo s'est lancée automatiquement. Même pièce, même chaise. Je ne pouvais plus continuer, mais je ne pouvais pas non plus arrêter. Je savais maintenant pourquoi on avait déménagé. Mes parents étaient les meurtriers. Je pensais qu'Alex voulait m'accuser, mais il essayait en réalité de me prévenir. J'ai continué à regarder. Et là, une vidéo toute récente, mise en ligne aujourd'hui, je clique. Un homme attaché, sac sur la tête, puis mes parents entrent, mon père retire le sac. C'était Alex. J'allais te demander justement où est Alex. Ouais. Traumatisant l'histoire. Traumatisant l'histoire, on est sur une fiction, j'espère. J'espère. Là, ça fait vraiment film, quoi. Ah bah clairement, tu perds ton pote et les meurtriers sont en réalité tes parents. Une folie. Une folie. Et il apprend tout ça sur le PC de son pote. Exactement. Il découvre tout ça en live. Je pense que c'est une fiction. Mais imagine, est-ce que c'est probable, tu penses? Je pense que oui, malheureusement, que ce cas-là est déjà arrivé. Bah, je pense que là, tu as des détails très précis peut-être, mais dans le fond, il doit y avoir des histoires un peu similaires, où tu te rends compte qu'en fait, il y a des meurtres et puis c'est tes parents. Enfin, tu vois, je sais pas, il doit y avoir des histoires comme ça un peu glauques. Forcément, encore une fois, c'est ce que je disais, il y a tellement de monde sur la planète, tu as aussi beaucoup de tarés. Je pense que tu as moyen d'avoir des trucs... Il y a forcément un pourcentage de fous, ouais. T'en as pensé quoi, cette histoire? Bah franchement, j'ai bien kiffé. J'ai bien aimé le déroulement, l'écriture et tout. Puis la chute, évidemment. Après, encore une fois, je dis ça comme si c'était une fiction. J'espère. Si c'est une histoire vraie. Ce serait terrible. La chute est top, histoire vraie. On apprend ça plus tard. 10 sur 10, l'histoire. Génial. Bon, le cut est brutal, les amis, mais voilà, on a remis un peu de fumée. On va du coup maintenant passer à mon histoire, mec, si tu le veux bien. Je pense que, mec, moi, je vais partir du coup en lisant les petites entrées là sur le témoignage 2. J'ai rejoint un dark web chatroom et c'est la pire erreur de ma vie. C'est celle qui me hype le plus aussi. Je m'ennuyais et je suis allé sur un chat sur le dark web. Mais cela a changé ma vie. Je n'avais jamais vraiment pensé au dark web. Pour moi, ce n'était qu'un recoin sinistre d'internet, rempli de légendes urbaines et d'histoires exagérées. Mais le mois dernier, ma curiosité a pris le dessus et j'ai décidé enfin de l'explorer. J'ai toujours été un expert en informatique, donc accéder au dark web était plutôt facile pour moi. J'ai découvert des forums, des places de marché et des sites qui semblaient tout droit sortis d'un film d'horreur. Mais un soir, je suis tombé sur quelque chose qui me hante encore. Un salon de discussion appelé The Abyss. La description était assez énigmatique. Parler avec ceux qui voient vraiment. Intrigué et un peu naïf, j'ai cliqué sur le lien et rejoint le chat. L'interface était basique, un simple écran noir avec une liste de noms d'utilisateurs sur le côté et une fenêtre de chat au centre. Les noms d'utilisateurs étaient assez étranges. Ebon Shade, Soulseeker, Whispering Void, et ils ont immédiatement commencé à m'envoyer des messages. Ebon Shade m'a envoyé « Bienvenue nouveaux voyageurs, que cherchez-vous » Et Soulseeker m'a envoyé « Connaissance ? Pouvoir ? Ou peut-être quelque chose de plus sombre ?» J'ai hésité avant de taper. Mais je me suis décidé à finalement le faire. Juste par curiosité, quel est cet endroit ? Whispering Void m'a dit « C'est un lieu où les vérités sont révélées. Mais attention, toutes les vérités ne sont pas destinées à être connues. » J'ai ressenti un mélange d'excitation et de malaise à ce moment-là. Avant que je puisse alors répondre, un nouveau message est apparu. C'était Ebon Shade. « Aimeriez-vous quelque chose de vraiment éclairant ?» Et là, mon cœur s'est directement emballé lorsque j'ai dit « oui ». Un lien apparu dans le chat, intitulé de manière inquiétante « Entrer dans l'abîme ». Contre toute attente, j'ai cliqué dessus. Mon écran devint noir, puis se remplit d'images inquiétantes. De vieux bâtiments délabrés, des gens accomplissant d'étranges rituels et des visages même déformés par la peur. C'était bouleversant, comme un cauchemar se déroulant sous mes yeux. Quand les images se sont arrêtées, je me suis retrouvé dans le salon de discussion, mais c'était, là cette fois-ci, assez différent. Les noms d'utilisateurs avaient été remplacés par de vrais noms. David, Claire, Michael, et ma webcam s'était allumée, affichant mon visage cette fois-ci horrifié dans un coin de l'écran.
La panique m'a envahi lorsque j'ai réalisé là que je ne pouvais ni fermer la fenêtre, ni éteindre mon ordinateur. David m'a envoyé « Maintenant tu vois, il n'y a plus de retour en arrière pour toi ». J'essayais alors là, directement, frénétiquement, de débrancher mon ordinateur, mais l'écran est resté allumé, montrant mon expression terrifiée et les visages froids et sans émotion des autres dans le chat. Claire m'a dit « Nous savons où tu es ». J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. J'ai alors attrapé mon téléphone pour appeler les secours, mais il ne s'allumait pas. Soudain, mon écran a clignoté et une vidéo est apparue. Mon propre appartement vu d'un point de vue que je ne reconnaissais pas. Michael m'a dit « Vous nous invitez ? Maintenant, nous sommes partout ». Dans un excès de frénésie, j'ai couru vers ma porte d'entrée et je l'ai ouverte brusquement. Je me suis retrouvé face à un couloir vide. Il n'y avait personne. J'ai vérifié chaque pièce, chaque placard, mais j'étais seul. De retour alors à mon ordinateur, la salle de discussion avait disparu. Mon écran était revenu à mon bureau comme si de rien n'était. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Mon téléphone a vibré et j'ai vu une notification d'un nouvel email provenant d'un expéditeur inconnu. Objet, bienvenue dans l'abîme. Corps, nous regardons toujours. Je ne suis plus la même depuis cette nuit-là. J'ai déménagé, changé de nom, même trouvé un nouveau travail, mais le sentiment d'être observé ne me quitte jamais. Parfois, j'aperçois une ombre au coin de l'œil ou j'entends un murmure quand je suis seul. Une nuit, environ une semaine après mon déménagement, je me suis réveillé au son de mon ordinateur qui démarrait. Je l'avais pourtant laissé éteint. Bizarre. Mais il était là, l'écran brillant dans l'obscurité. Le salon de discussion était de retour, mais les noms, cette fois-ci, avaient changé. John, Emily, Sarah s'étaient affichés. Et ces personnes-là, c'était des personnes que j'avais connues, mais qui étaient, pour la plupart, tous décédés. John me dit « Pourquoi nous as-tu quittés ?» Emily dit à son tour « Tu ne peux jamais t'échapper ». Et Sarah finit par dire « Nous faisons partie de toi maintenant ». J'ai débranché l'ordinateur, mais l'écran est resté allumé, montrant leur visage déformé par la douleur et la colère. J'ai crié et jeté directement l'ordinateur par la fenêtre, le regardant se briser sur le trottoir en contrebas. L'écran s'est finalement éteint, mais la terreur en moi est restée, vous l'imaginez. J'ai remplacé alors mon ordinateur, pensant que cela mettrait fin au cauchemar. Mais soudain, les SMS ont commencé. Numéro inconnu, toujours le même message. Nous vous surveillons. Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer comme ça. Je les vois partout maintenant, dans mes reflets, dans la foule, dans mes rêves, partout. Si jamais vous tombez sur un salon de discussion sur le dark web appelé l'Abysse, n'y entrez pas, s'il vous plaît. Certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment plus malheureusement. Un soir, alors que je rentrais du travail à pied, j'ai senti quelqu'un m'observer. Je me suis alors retourné, mais il n'y avait personne. Accélérant le pas, je me suis précipité vers mon appartement. En rentrant, mon téléphone a vibré. Encore un numéro inconnu. Et comme texte, il avait marqué « Nous sommes ici ». Les lumières vacillèrent et la température baissa. Mon souffle se fit entendre par plusieurs bouffées visibles. J'attrapai un couteau dans la cuisine, les mains tremblantes. En reculant dans le salon, les ombres semblèrent bouger, fusionner, former des formes presque humaines. Je ne sais pas si c'était une hallucination ou quelque chose de pire, mais j'ai entendu leur voix murmurer mon nom, promettant que je ne serais plus jamais seul. J'ai laissé tomber le couteau et j'ai couru dans ma chambre, fermant la porte à clé directement derrière moi. Les murmures se sont intensifiés, plus insistants encore. Le désespoir m'a envahi. J'ai décidé alors de raconter mon expérience pour alerter les autres et j'ai commencé à écrire cette histoire, mais les mots me manquent. Les murmures sont trop forts maintenant, je n'arrive plus à réfléchir. Ils sont là, avec moi dans la pièce. Si jamais vous tombez sur ce message, tenez bien compte de mon avertissement. Ne cherchez pas l'abîme. Il vous trouvera et une fois qu'il l'aura fait, vous ne pourrez plus vous en sortir. On est sur une fin terrible. Elle est hard aussi. De la folie en fait. À la fin, j'imagine, j'ai l'impression, ça lui a retourné le cerveau cette histoire. J'espère encore une fois qu'on est sur une fiction. Aïe, aïe, aïe. C'est ouf. En fait, l'histoire, elle traite énormément de sujets. En même temps. Ouais, elle traite effectivement la paranoïa liée à un truc. Elle traite le regret un petit peu d'avoir fait quelque chose d'illégal. Puis elle traite des sujets qui existent vraiment, les chatrooms, les trucs comme ça. Tu peux cliquer sur des liens, etc. Donc ouais, ça parle de beaucoup de choses. Et je pense que même si, admettons, que cette histoire précise soit une fiction, je pense que ça peut en découler de plusieurs paragraphes vrais, en fait, tu vois. C'est ça. Qui sont vraiment déjà arrivés, quoi. Complètement. Écoute, mec, je t'invite du coup maintenant qu'on passe au plat. Au plat. Au plat qui est hyper intéressant. On est du coup là, on monte en intensité, on est sur un témoignage un peu plus inquiétant que ce qu'on vient de dire à l'instant. Je me passe le menu? Complètement. Hâte de voir ça. On avance crescendo. Tiens, regarde, tu peux nous lire les petits plats du coup. On a 3 plats. Je t'invite. Ok, donc là on place au plat.
C'est ça. J'ai mis des liens, mais ne lis pas les liens évidemment, ce serait très long Ce sinon. sont tes sources. C'est ça, c'est les sources. HTTPS. Ouais, ce serait très long. Premier témoignage du plat, j'ai participé à une chasse au trésor sur le dark web, c'était une décision de merde. Deuxième témoignage, je me suis vendu sur le deep web. Et troisième témoignage, j'ai piraté la caméra Ring de quelqu'un, j'ai vu quelque chose d'horrible. On est sur quoi pour toi là? Alors, moi je vais pas te mentir, j'ai une série de vidéos où je fais une espèce de chasse un peu au trésor, entre guillemets, sur le dark web, et du coup j'ai envie de dire la première. J'ai envie de voir un petit peu ce que c'est. Elle m'intrigue, elle m'intrigue. C'est quoi la différence mec? Parce que t'as lu, ils m'ont vendu sur le deep web, je me suis vendu sur le deep web, c'est quoi la différence? J'ai toujours voulu savoir. Deep web, dark web, c'est quoi la différence? Ouais, alors en fait, d'ailleurs il y a deep web, dark web et darknet. Il y a vraiment 3 termes. Ah, c'est pas les mêmes choses? Non, c'est des choses différentes. Le deep web, pour t'expliquer, c'est toutes les pages web, tous les sites qui ne sont pas indexés par les moteurs de recherche classiques. Par exemple, toi, ta page YouTube Analytics, c'est une page du deep web. Le darknet, pour te faire une comparaison, c'est un petit peu comme Internet, mais de manière cachée. En fait, le darknet, c'est une couche d'Internet, qui est une couche sombre, un peu cachée, obscure d'Internet. Et le dark web, c'est tous les sites qu'on peut trouver à partir du darknet, mais qui sont des sites volontairement cachés et qui sont souvent associés à des activités illégales ou dangereuses. Donc, témoignage, c'est le 4. J'ai participé à une chasse au trésor sur le dark web. C'était une putain de décision stupide. Pour mon anniversaire, j'ai voulu me faire plaisir avec une mystery box du dark web. C'est un service que j'avais déjà utilisé plusieurs fois et qui ne m'avait jamais déçu. Il m'envoyait toujours des trucs inutiles, mais drôles, directement à ma porte. « Joyeux anniversaire, Trevor », disait une note sur le colis. J'ai ramassé le paquet posé devant ma porte et j'ai remarqué une lettre attachée dessus. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où ses compétences et ses connaissances doivent être mises à l'épreuve. Dans cet esprit, je t'envoie une chasse au trésor. Merci de suivre les instructions contenues dans la boîte et pour des raisons de sécurité, brûle chaque lettre une fois lue ou résolue. À ma grande surprise, la note était signée par Pete, mon meilleur ami depuis l'enfance. C'était une surprise sympa, mais je ne comprenais pas comment il s'était retrouvé impliqué dans ce service anonyme. Était-il un utilisateur actif qui m'avait reconnu, ou le site l'avait-il contacté directement? Je ne savais pas. Quoi qu'il en soit, ça semblait être un cadeau plutôt cool. Ma première énigme n'était qu'un morceau de papier avec 2 mots incohérents écrits dessus. Van Mace. Un nom? Un lieu? Je me suis assis avec le papier en main, réfléchissant à ces mots. Après une minute, j'ai réalisé que c'était un anagramme. Il suffisait de réarranger les lettres pour trouver le vrai sens. Man Cave. C'était une référence au sous-sol de Pete, un endroit où on passait nos samedis soirs, à jouer à la console et à boire du whisky, qu'on avait surnommé Man Cave. J'ai brûlé la lettre comme indiqué, puis je me suis rapidement rendu à la Man Cave. J'ai utilisé ma clé de secours, j'en avais toujours une avec moi, pour ouvrir la porte, m'attendant presque à une fête surprise. Mais à la place, j'y ai trouvé un nouvel indice. Un as de pique et une photo. Les deux étaient épinglés à un tableau, avec un couteau, que je ne connaissais pas. J'ai enlevé le couteau et examiné les indices. La photo montrait un endroit qu'on visitait souvent avec des amis, un champ magnifique que personne ne connaissait, juste à une courte randonnée de la ville. J'ai mis 1 heure pour y aller. Notre coin habituel était caché, à l'ombre sous les arbres. Une fois sur place, j'ai vu une pelle plantée dans la terre fraîchement retournée. Et c'est là que j'ai compris la référence à l'as de pique. Spade en anglais, ça veut dire as de pique, mais c'est aussi une pelle. Très créatif. Sans hésiter, j'ai alors attrapé la pelle et j'ai commencé à creuser. Moins d'1 minute plus tard, j'ai heurté quelque chose de dur. M'attendant à un nouvel indice, je me suis penché pour dégager la terre. Quand ma main a touché une surface froide, je l'ai immédiatement retirée, choqué. C'était Pete, enterré sous terre, mort, poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine. Sous le choc, j'ai tout de suite appelé la police, dévasté par la perte de mon meilleur ami. En attendant leur arrivée, je me suis assis, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Et c'est là que j'ai réalisé. J'avais brûlé chaque lettre, et mes empreintes étaient partout sur la scène du crime, du couteau bizarre dans le sous-sol à la clé, jusqu'à la pelle utilisée pour enterrer Pete. Ah, la chute, elle est ouf quand même. Il s'est foutu dans une sauce. Incroyable. Ah, c'est terrible. Enfin, c'est ni pour lui quoi. C'est génial, ouais. Il aura beau dire tout ce qu'il veut, se défendre. C'est fou, une histoire est Comment tu dingue. fais en vrai dans une situation? Ah, franchement, moi je pense que je dis tout, j'explique tout ce qui s'est passé. Après, ce qui est horrible, c'est que le gars a acheté un truc sur le dark web, ce qui peut potentiellement être un peu illégal, donc En vrai, je pense que je préfère prendre de la tôle pour un acte illégal comme on ça. peut prendre le risque. Un meurtre. On t'envoie une mystery box qui au final est tout un
Un escape game, un peu, truc c'est ça. créé pour te faire toi accuser au final d'un meurtre. Et aussi te rendre compte que ton ami est mort aussi, dans une autre partie aussi quoi. Et toi t'as déjà commandé ça, bon je sais pas qu'il t'est pas arrivé un truc aussi effrayant que ça, mais t'as déjà vraiment reçu ou commandé sur le Darknet réellement un truc comme ça? J'ai déjà commandé plusieurs trucs sur le Darknet et avec des potes à moi, on avait commandé une box mystère avec plusieurs objets. Ouais. Effectivement, il s'était passé pas mal de choses. On avait des cheveux avec du sang à un moment. On avait une espèce de poupée un peu vaudou aussi. Ouais. Enfin, tu vois, il y a pas mal d'objets un peu chelous, puis on se rendait compte au fur et à mesure de la vidéo que les objets étaient liés. Et en fait, moi, il y a un truc que j'avais pas compris, mais dans les commentaires, les gens m'ont dit, mais en fait, ça, c'est un rituel, c'est de la magie noire. Un cheveu avec du sang, enfin, des cheveux avec du sang, avec une poupée vaudou et tout, ça peut être un truc pour un rite qui avait pas mal. C'était un peu too much, c'était un truc bien fait quand même. Je pense qu'il y a un truc aussi sur le dark web qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui alimentent un peu le cliché du dark web pour, tu vois, faire parler un peu du truc, faire des histoires, etc. Peut-être que moi, la box que j'avais reçue, dans le fond, c'était strictement rien, c'était juste un gars qui s'était amusé à nous envoyer quelque chose. Mais dans tous les cas, il y a des histoires sombres, il y en a eu, il y en aura sûrement encore. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens alimentent ce truc-là, mais ça reste dans un côté véridique. Ok. Bah mec, merci pour ce témoignage, j'ai adoré. Trop bien. L'histoire est... Ok. Ouais. On passe au prochain du plat, prochaine histoire du plat. Allez, ça part. Alors, ok. Témoignage 6, j'ai piraté la caméra Ring de quelqu'un, j'ai vu quelque chose d'horrible. C'était censé être juste une blague, stupide au début. Tu sais, certaines personnes arrivent à pirater les caméras Ring. Mon pote Johnny, lui, est un as de l'informatique. Et il trouvait que ce serait hilarant de flanquer la trouille à quelqu'un en l'observant et en lui parlant via le micro. Avec du recul, c'était vraiment une idée horrible. Et puis, Eddie était partant. Je ne voulais pas être le rabat-joie qui dit on devrait peut-être éviter de violer quand même la loi, c'est pas cool quoi, et d'espionner les gens. Johnny a mis alors environ 1 heure à pirater la caméra. Le compte appartenait à un gars vivant à plus de 1500 km au Texas. On s'est tous les trois penchés sur l'écran alors que le flux vidéo se lançait. Et si c'est des gens dans leur intimité? Jackpot! Mec, personne ne fout une caméra dans sa chambre. Qui a parlé de chambre? On s'est tu quand l'image est apparue. Pendant 10 minutes entières, c'était juste une cuisine vide. Chiant à mourir. Mais elle avait l'air bien chic, avec tous ces appareils dernier cri que ma mère fantasme dessus à chaque fois qu'on va chez Home Depot. On a attendu, Eddie a ouvert un paquet de chips et a commencé à grignoter. Chut, ils vont t'entendre, a chuchoté Johnny. Encore quelques minutes de patience, enfin, une ombre est apparue sur le mur. Puis, une femme est entrée dans le champ. Déception totale, elle n'est pas canon. Elle était plus âgée, genre soixantenaire, avec une coupe au carré sévère. Elle avait l'air très riche avec ses fringues de luxe. Elle avait l'air de regarder et parler à quelqu'un dans le couloir hors champ. « Elle dit quoi ?» a murmuré Eddie. « Tais-toi !» On a écouté. Finalement, j'ai compris quelques mots. Laissez-la ce soir, s'en occuper demain, dans le congélo. C'est tout ce que j'ai compris. Johnny s'est penché vers le micro avec un sourire assez mauvais. Il ouvrait la bouche pour balancer une vanne quand un autre type est entré dans le cadre. Cette fois-ci, c'était un homme. Mais il ne ressemblait pas à son mari. Il avait la moitié de son âge et bien plus grand. Un mec relativement baraqué. Le genre de gars qu'on ne veut pas croiser dans une ruelle sombre. Ses yeux bleu pâle ont même balayé la cuisine. Puis, il s'est placé devant le frigo. « Le congélo ?» a-t-il dit d'une voix grave. Elle a hoché la tête. Il a ouvert la porte gauche du frigo, probablement le congélateur, et a commencé à tout vider. Pas seulement la bouffe, mais aussi les tiroirs et les étagères. Comme ma mère quand elle faisait un grand nettoyage. Finalement, il s'est redressé, a épousseté son pantalon et est sorti de la cuisine. Quand il est revenu, il traînait quelque chose derrière lui. Mon cœur battait à toute allure. Un long sac poubelle noir glissait sur le sol derrière lui. Il s'est arrêté devant le congélateur, s'est baissé et avec un grognement a tenté de l'y faire rentrer. Johnny, Eddie et moi nous sommes regardés complètement bouche bée. On pensait tous la même chose. Ce qu'on voit là devant nous, c'est un corps. Il a tenté un dernier coup, mais le truc est retombé en arrière avec un bruit sourd. En tombant, le sac a glissé. Et on a vu une main, pâle, ensanglantée. Johnny, Eddie et moi avons évidemment hurlé de terreur. Et là, j'ai compris. Le micro est ouvert. Leurs têtes se sont tournées directement d'un coup vers la caméra. Et là, silence total. Ça venait de la caméra, a marmonné la femme. Quelqu'un a peut-être piraté la caméra, non? Ça arrive souvent, répondit l'homme avec un air inquiet. Mais la femme, elle, n'avait pas forcément peur. Elle s'est ruée vers la caméra et son visage a rempli tout l'écran. Ses bajoux tremblaient et ses lèvres étaient ridées et très serrées.
Ses yeux noirs et froids fixaient l'objectif, même si elle ne pouvait pas vraiment nous voir. Et elle a dit « Si vous racontez ce que je vous ai vu, je vous arrache votre putain de tête. » Puis, elle a arraché la caméra. Image floue, forme tordue, puis écran noir. Je regardais Johnny et Eddie tremblants. Quand j'ai regardé de nouveau l'écran, on avait été déconnectés. Ça fait 3 mois maintenant. J'ai fini par en parler à la police et en fait, ce sont mes parents qui l'ont fait. Mais je ne me souviens malheureusement plus du tout du nom du compte. Johnny n'a jamais réussi à se reconnecter. Apparemment, il avait eu les infos via une faille de sécurité ailleurs. Et depuis qu'ils ont changé leur mot de passe, c'est mort. Il a quand même donné l'email lié au compte. Depuis, silence radio. Ni la police, ni cette femme n'ont donné de signe de vie. Mais j'ai la trouille. Parce qu'il y a quelques jours, mes parents ont décidé d'installer une caméra Ring à notre porte. Et hier, quand je suis rentré de l'école, je jure avoir entendu quelque chose. Dans le micro. Juste un murmure, pas une phrase. Et je crois qu'ils savent. Waouh. Pas mal celle-là. Génial aussi. Ah ouais, j'ai bien kiffé aussi. Il y a eu plein d'histoires comme ça, mais dans des Airbnb, bon, rien à voir, mais qui cachent, tu sais, des Ouais, caméras pour observer des gens. carrément. Je sais pas dans quel but c'est, forcément. Peut-être pour cambrioler, peut-être je sais pas forcément. Ouais, pour faire un peu le voyeur aussi. Hein. Mais ce qui est fou, c'est que tu as des objets qui sont vendus sur Amazon en toute légalité. Alors après, c'est vrai que ça peut être utilisé pour de la sécurité aussi, dans les faits. Mais derrière, ça peut être détourné pour effectivement l'utiliser de manière négative. Tu as plein d'objets, des petits réveils, des trucs comme ça, avec des caméras intégrées. Si vous achetez des caméras, les gars, vérifiez bien qu'elles ne peuvent pas être hackées. Après, on n'est jamais sûr, ça, non? Mais c'est souvent les bas de gamme Ring, j'ai l'impression. Je pense qu'on peut vérifier sur Internet le modèle, essayer de voir des avis, est-ce qu'il y a des failles de sécurité, etc. Effectivement, il faut faire attention là-dessus. Mais en tout cas, là, l'histoire, elle est ouf parce qu'ils sont témoins de quelque chose et ils peuvent rien faire, ils peuvent pas retrouver les personnes. Ça doit être frustrant comme situation d'être témoin d'un truc que tu as un peu compris, mais en même temps pas dans les détails. On arrive, maintenant, Kinoui, si tu le veux bien, sur une partie beaucoup plus sombre de la vidéo, la partie dessert. Des histoires, j'espère que tu oseras les raconter. Il y en a qui sont vraiment hardcore, donc tu me diras, parce qu'il y a des trucs vraiment très sensibles. Donc j'invite les personnes qui sont sensibles à faire attention. On va parler de choses un peu abominables qu'ont fait des personnes sur d'autres êtres humains. Là, les personnes qui ont vécu, c'est soit des fictions racontées sur Reddit, honnêtement, ou des témoignages qui sont pas allés vraiment plus loin. Là, on est sur des témoignages où les personnes ont vécu vraiment des trucs, des tortures, des trucs comme horribles. Est-ce que tu es prêt, quand même ? De toute façon, faut y aller, faut y aller. Donc les desserts, premier témoignage, l'affaire NTH Room, Corée du Sud, 2018-2020, que je connais. Témoignage 2 des desserts, Marcel H, meurtre et diffusion sur 4chan, en Allemagne, 2017. Ça, je ne connais pas. Et dernier témoignage, l'histoire de Peter Scully et le snuff movie Daisy's Destruction. Ça, je connais très bien. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Tu l'as déjà parlé, ouais, t'en as déjà parlé? Ouais, j'ai pas détaillé totalement le truc parce que justement, c'était un peu trop glauque. C'est le premier film qui a été vendu, je crois, le premier vrai snuff movie qui a été fait et qui a été vendu sur le dark web derrière. C'est une histoire vraie, c'est un Australien, Peter Scully, si je me trompe pas. Je pense que je vais partir sur celui du milieu, Marcel H, meurtre diffusion sur 4chan, parce que je sais que 4chan, il y a aussi pas mal de trucs un peu glauques, mais je ne connais pas cette histoire précisément. Donc on va dire témoignage 8. Allez, ça part. Marcel H. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Bel et bien. Là on part, là on part dans une autre dimension, j'ai envie de dire. C'est ça. Je t'invite, mec, à lire aux gens. Je m'appelle Lucas, j'avais 14 ans quand mon meilleur ami, Yannick, a été assassiné. C'était en mars 2017, dans une petite ville de Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne. Yannick et moi, on passait presque toutes nos après-midi ensemble. Il avait 9 ans, un garçon vif, curieux, toujours en train de poser des questions sur tout ce qui l'entourait. Moi, j'étais son voisin de palier, un peu plus âgé, mais on s'amusait comme des frères. Je le voyais comme mon petit protégé. Je me souviens très bien de ce mardi après-midi, le 7 mars. Je rentrais de l'école quand j'ai remarqué que le couloir de notre immeuble était silencieux. Trop silencieux. La porte de l'appartement de Yannick était entr'ouverte, ce qui était très étrange. Je n'ai rien osé dire. 1 heure plus tard, l'immeuble était bouclé par la police. Ce soir-là, j'ai entendu les cris de la mère de Yannick. J'ai appris que le corps de Yannick avait été retrouvé sans vie. Il avait été poignardé plus de 50 fois. L'horreur était totale. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que le tueur n'avait pas seulement tué un enfant. Il avait décidé de transformer sa mort en spectacle. Le lendemain matin, à la une de certains forums comme 4chan, une série de photos glauques et d'une froideur clinique a été postée anonymement. Le corps d'un enfant sans vie, baignant dans son sang, photographié à différents stades du crime. Ces images sont devenues virales dans les recoins les plus sombres du net. C'était Yannick. Je l'ai reconnu par ses vêtements. Ce n'était pas juste un crime, c'était une exécution filmée et exposée comme un trophée. Il y avait plusieurs images.
La première montrait Yannick, attaché, bâillonné, vivant, les yeux grands ouverts de peur. Puis une autre, où il était visiblement déjà blessé. Et une série plus tardive, montrant le sol souillé de sang, des photos cliniques, presque posées, comme si quelqu'un documentait froidement son œuvre. Très vite, l'identité du tueur a été découverte. Marcel H., 19 ans, un jeune homme solitaire qui vivait dans le même quartier. Il avait une passion malsaine pour les forums sombres, les jeux violents, les discussions anonymes où la souffrance humaine était tournée en dérision. Il y a vraiment des mecs chelous comme ça en plus, hein, c'est fou. Ça existe vraiment, et plus qu'on ne le pense en vrai. Il passait ses journées dans sa chambre, isolé, à s'immerger dans les recoins les plus morbides d'Internet. Il avait prémédité son geste. Il a attiré Yannick chez lui, sous prétexte de lui montrer quelque chose, puis l'a tué de sang-froid. Ce qu'on a appris par la suite est encore plus glaçant. Marcel H. avait filmé le meurtre avec son téléphone, pris des photos après l'acte et les avait partagées lui-même sur plusieurs forums, dont 4chan. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a écrit des messages en se vantant de ce qu'il venait de faire. Il a expliqué qu'il voulait montrer au monde ce dont il était capable de faire, que c'était le moment de devenir célèbre. Puis il a fui. Pendant 3 jours, toute l'Allemagne a retenu son souffle. Un adolescent assassin, en fuite, connecté, potentiellement armé. Les autorités ont lancé une alerte nationale. C'est horrible. Ouais, c'est méga glauque, hein, c'est chaud. Tous les médias en parlaient. Mais ce n'était pas ça le plus difficile à vivre pour moi. C'était de savoir que pendant qu'on cherchait encore le corps de Yannick, des milliers de personnes sur Internet regardaient les photos, riaient, discutaient des détails. Ils ont partagé les images comme des mèmes. Certains les ont même remixées, détournées. Un enfant assassiné est devenu un objet de consommation morbide. J'ai dû désactiver tous mes réseaux sociaux. Je recevais des messages anonymes qui me disaient « Tu le connaissais ? Eh ben voilà ce qui reste de lui », avec des images de son cadavre. Je n'ai pas mangé pendant des jours, je n'ai plus dormi normalement pendant des mois. Je faisais des cauchemars, j'entendais encore les rires moqueurs de certains utilisateurs sous les posts. J'ai même vu des internautes utiliser des images pour créer de fausses couvertures de magazines ou les intégrer à des montages gore. Quand la police a finalement arrêté Marcel H., 3 jours plus tard, à Herne, ce n'était pas un soulagement. C'était trop tard. Il a été arrêté sans résistance dans un kebab où il avait demandé à utiliser le téléphone. Il voulait se rendre, il savait ce qu'il avait fait. Pendant l'enquête, les psychologues et les enquêteurs ont tenté de comprendre ses motivations. Il disait se sentir invisible, inutile. Il voulait choquer le monde. Il a même dit qu'il voulait que les gens se souviennent de son nom. Et il a réussi, mais pas comme il l'espérait. Il est devenu le monstre des forums. L'Allemagne entière le haïssait. Mais rien n'a pu effacer les images. Elles existent encore. Dans des recoins obscurs du web, on peut encore trouver des traces de ce massacre. Et c'est ça qui me hante. Yannick n'était pas seulement mort, il a été transformé en spectacle. Les gens comme Marcel et ceux qui ont relayé ses actes l'ont tué 2 fois. Aujourd'hui, je vis avec ça tous les jours. J'ai grandi trop vite, je ne fais plus confiance à personne en ligne, je vérifie toujours 2 fois que les caméras et les micros sont éteints. Je me demande si l'humanité n'a pas franchi une ligne qu'elle ne pourra jamais retraverser. J'ai témoigné au procès de Marcel H. Je voulais que les juges comprennent qui était Yannick, ce qu'on nous avait volé. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Mais ça ne ramènera pas mon ami. Je continue à écrire sur lui et à parler de lui. Mais pas de son meurtre, de sa vie. Je veux qu'on se souvienne de son rire, de son amour des dinosaures, de sa joie. Je veux qu'on sache à quel point il était aimé. Et je veux qu'on se souvienne que derrière chaque fait divers, chaque image virale, chaque post anonyme, il y a une vraie personne, un vrai cœur. Pas un monstre, pas un like, mais un enfant, mon ami, Yannick. Et peut-être qu'un jour, ce témoignage aidera quelqu'un à dire non, à ne pas cliquer et à dénoncer. Car plus jamais, on ne doit permettre que la mort devienne un divertissement. C'est un beau message pour cette fin. Ouais, c'est un vrai sujet ça aussi. On le voit aujourd'hui, sur Twitter notamment, j'en parlais tout à l'heure, mais toutes les vidéos un peu glauques, etc. qui tournent, ça fait entre guillemets des stats et ça intrigue, mais quand tu te rends compte que c'est un vrai sujet, une vraie vidéo avec de vraies personnes, c'est horrible, t'as une famille derrière, t'as des amis, t'as un contexte, t'as... Tu sais que mec, je me suis beaucoup, moi, 2 fois remis en question par rapport au contenu que je faisais. Il y a beaucoup d'histoires que je raconte qui sont très glauques, très morbides. Et en fait, tu te dis, tu du coup fais des vidéos sur des gens qui font vraiment, réellement des vraies choses horribles. Est-ce que toi, t'aimerais exemple, tu vis un truc horrible, qu'on raconte ça sur YouTube? Moi, je le prends d'un côté où j'essaie de respecter au maximum, médiatiser le truc pour qu'on n'oublie pas justement les victimes, etc. Mais c'est vrai qu'on parle souvent du protagoniste beaucoup parce que c'est lui qui cause l'horreur, quoi. Et c'est délicat, tu vois, c'est délicat. Je sais pas trop comment
Tu vois, même si, psychologiquement, je ne sais pas moi comment je m'y retrouve dans tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué encore actuellement. Je pense que ça dépend du postulat de base, ton axe, toi, de comment tu appréhendes l'histoire, mais je pense que tu fais de manière assez neutre et donc... J'essaie de respecter en tout cas le plus possible, je prends un ton assez neutre, je vais pas faire des vannes dans l'histoire ou quoi, même je fais gaffe dans les débuts de vidéo. Là, c'est comme l'expo à Paris qu'il y a eu il y a pas longtemps sur les tueurs en série, je sais pas si... Ouais. Il y a eu une expo où il parlait, il détaillait énormément de choses, etc. Et ça a été très controversé parce que faire une expo où tu mets en avant des tueurs en série, Des gens qui ont tué, c'est vrai que dans l'idée, c'est fou, quoi. qui ont causé vraiment des vraies souffrances chez des gens, quoi. Donc ça, c'est un sujet en vrai hyper intéressant, je trouve. Après, ça intéresse aussi les gens, en vrai. Il y a une curiosité morbide chez tous les êtres humains, j'ai l'impression. Vraie question dans les commentaires qu'on peut poser aux gens. Est-ce que vous trouvez ça ok, vous, éthique, de partager, raconter des histoires de gens qui ont vraiment vécu des choses horribles? Je n'ai pas trop d'avis sur ça. Ouais, c'est un peu... c'est complexe. C'est son corps, c'est complexe. Je pense que ça se débat, en tout cas. Ça se Je débat. pense qu'il n'y a pas une réponse toute... Toute faite, ouais. Bah mec, je t'invite qu'on passe à ma dernière histoire. Carrément, la dernière histoire. Je vais aller, je pense, sur la dernière. Ok, ah oui, ça part dans le glauque directement. Moi, je vais partir, Kinoui, du coup, sur l'histoire de Peter Scully et le snuff film Daisy Destruction. C'est un peu l'histoire de base, on va dire, du dark web qui a amené énormément de choses. Donc les gens la connaîtront sûrement dans les commentaires. Pas forcément, parce qu'elle est quand même assez, on va dire, dans un milieu très précis, tu vois. Ouais. Mais c'est une histoire qui est, je pense qu'il faut connaître, entre guillemets, c'est une base de beaucoup de choses sur le dark web. Les snuff movies, donc les films d'assassinat, de meurtre, etc. Ça a lancé beaucoup de choses, que ce soit de la fiction ou de vraies vidéos derrière, de vrais snuff movies. Et aussi, c'est ce qui a un petit peu lancé les premières rumeurs des Red Room, Peter Scully. Alors lui, c'était une vidéo, c'était pas du live. Mais dans l'idée, c'est ce qui a inspiré pas mal de choses pour derrière parler des Red Room. Donc c'est quand même l'origine de beaucoup de choses qu'on peut voir aujourd'hui sur le dark web. Témoignage 9, l'histoire de Peter Scully et le snuff film Daisy Destruction. Je m'appelle Anaïs. Je suis aujourd'hui adulte, mais ce que je vais vous raconter me hante depuis mes 13 ans. Je n'ai jamais mis les pieds aux Philippines, ni croisé Peter Scully. Ce nom devenu synonyme d'horreur absolue. Mais comme tant d'autres, j'ai vu ce qu'on n'aurait jamais dû voir. Et je suis victime indirecte d'un mal si profond qui semble inhumain. Tout a commencé sur un forum. C'était un espace soi-disant privé, réservé à des initiés. J'étais jeune, curieuse et assez vulnérable à cette époque-là. Quelqu'un m'a donné alors un lien accompagné d'un simple mot, interdit. Je n'aurais jamais dû cliquer. Il m'a fallu des années pour admettre ce que j'ai vu. Même écrire ces mots me donne la nausée. Ce lien m'a conduit à ce qu'on appelle un snuff film. Une vidéo où la souffrance humaine est bien réelle, filmée pour le plaisir d'autres humains. Ce film, c'était Daisy Destruction. On y voyait une petite fille, elle s'appelait Daisy. Elle n'avait pas plus de 18 mois. Daisy, un prénom d'innocence, une fleur piétinée. La vidéo durait une 40aine de minutes. Je n'ai pas pu aller au bout. Mon corps me suppliait d'arrêter. Mais les premières minutes ont suffi à me marquer à vie. Il y avait cette pièce sombre, avec des murs nus, des câbles, une table, et puis ce fameux Peter Scully. Ce monstre, cet homme, au visage banal, presque rassurant. Il parlait doucement, comme s'il racontait une histoire. Sauf que l'histoire qu'il racontait, c'était l'enfer en direct. Une femme participait, ricanant, obéissant à ses ordres. Les enfants pleuraient, ils suppliaient. On les appelait par leur prénom, comme pour les humaniser. Puis, on les réduisait à rien. Peter Scully avait construit un empire souterrain, un réseau de violences sexuelles, de torture et de diffusion payante d'extrême violence. Il proposait des services personnalisés à ses clients, souvent occidentaux, riches et surtout tous anonymes. Il appelait cela le contenu à la demande. Ce qu'il avait mis en place en fait, c'était une chaîne de production de l'horreur, des enfants enlevés dans les rues pauvres de Manille ou d'Avao. Des complices, souvent des femmes, chargés de les amadouer, les préparer et puis les filmer. C'était un site protégé, dissimulé dans les couches profondes du dark web, où les clients choisissent leur menu. Daisy n'était malheureusement pas la seule. Il y avait Lisa, Cindy et d'autres dont on ne connaît pas encore les prénoms. Parfois, il attachait les enfants. Parfois, il les frappait. Toujours, il enregistrait. Et toujours aussi, il vendait. On parle de vidéos vendues jusqu'à 10 000 €. Des clients venant d'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni. Des hommes qui avaient une vie assez normale en apparence, mais qui, dans l'anonymat d'un écran, devenaient des bourreaux complices. Une séquence insoutenable montre Cindy, 11 ans, forcée à creuser ce que Peter appelait son trou de sommeil éternel. Elle est ensuite attachée à un pilier, battue
et filmé jusqu'à l'inconscience. Son corps n'a été retrouvé que des mois plus tard, enterré sous le plancher d'un logement de fortune. Il y avait une séquence, celle que je n'oublierai d'ailleurs jamais, où l'on voit un enfant attaché et où on entend ses cris étouffés par un bâillon. Scully, lui, pendant ce temps-là, riait. Il parle à la caméra comme dans un tutoriel. « Regardez comment elle se débat, c'est ce qu'elles aiment », dit-il. Et vous allez me demander c'est quoi le pire? Il semblait y prendre pas mal de plaisir. Pas de honte. Il n'avait pas du tout peur d'être découvert. Il était le maître de sa prison, l'architecte de son monde tordu. Quand l'enquête a enfin démarré, c'est parce qu'une des filles avait miraculeusement survécu. Elle avait réussi à s'échapper. C'était en 2014. Elle a emmené les enquêteurs jusqu'à une maison, puis à une autre. À l'intérieur, des caméras, des disques durs, des chaînes et des vêtements d'enfants. Et le plus horrible, il y avait aussi des cadavres. Certains enfants, malheureusement, comme vous l'aurez deviné, n'avaient pas survécu. Ils avaient été tués pour que les preuves disparaissent, ou selon certains témoignages, parce que les clients avaient payé pour ça. Scully avait fui l'Australie pour échapper à des accusations de fraude. Aux Philippines, il s'était reconverti dans l'impensable. Il utilisait ses campagnes pour approcher des familles pauvres, promettant nourriture ou travail. Puis, vous imaginez, les enfants disparaissaient. Son site s'appelait No Limit Fun. Il proposait des forfaits en fait avec des options, âge, méthode de torture, durée. Le client en fait choisissait, payait en bitcoin et recevait une vidéo exclusive. Un de ses complices d'ailleurs, un Australien nommé Matthew Graham, surnommé le roi du hardcore, relayait ses vidéos sur ses propres forums. C'était en fait une énorme industrie parallèle faite de sang et surtout de silence. Je me souviens du jour où j'ai appris que Scully avait été arrêté. Là, je vous avoue que j'ai pleuré. Mais pas pleuré de joie, non, de terreur. Parce que je savais ce que les policiers allaient découvrir. Parce que j'avais vu ce que peu de gens auraient dû voir. Et parce que je savais surtout qu'il n'était pas le seul. Pendant son procès, il n'a montré aucun remords. Il a tenté d'ailleurs même de minimiser et de détourner les questions. Il a nié certaines accusations et reconnu d'autres. Il a parlé de son entreprise comme d'une activité commerciale. Il disait que les enfants étaient consentants. Il a été condamné donc à la réclusion criminelle à perpétuité. Il risque, dites-vous, d'autres peines à mesure que d'autres vidéos refont surface. Mais ce n'est pas assez. Un incendie a même détruit partiellement les archives judiciaires, relançant la peur de l'impunité. Depuis, des ONG, heureusement, et des policiers spécialisés continuent de retrouver petit à petit des preuves numériques. Certains clients identifiés ont été arrêtés, mais beaucoup sont toujours libres. Ils vivent peut-être à côté de chez vous, et moi, je vis encore avec cette image, cette pièce, ces pleurs. J'ai consulté, dites-vous même, malheureusement, des psychologues après ça. J'ai été obligé. J'ai essayé de comprendre pourquoi je n'ai pas simplement fermé la fenêtre, pourquoi j'ai regardé, pourquoi ce lien m'a été donné, pourquoi tant de gens ont payé pour voir ces enfants souffrir. Aujourd'hui, je décide de parler. Pas pour me libérer, ça je ne sais pas vraiment si ce sera un jour possible, mais pour que je ne recommence plus. Car Daisy n'est pas un cas isolé. Peter Scully est un visage parmi tant d'autres. Et tant que des gens chercheront ce genre de contenu, il y aura toujours quelqu'un pour leur fournir. Je témoigne pour Daisy, pour toutes les Daisy, pour qu'un jour, on n'ait plus à enterrer des enfants qu'on a torturés devant les caméras. Anaïs. Moi, ça me bouleverse en vrai. Et dire que des gens, c'est ça en fait, quand il y aura encore des personnes qui auront ces envies-là de regarder ce genre de choses, ça s'arrêtera malheureusement jamais. Et je pense que malheureusement, c'est voué à ne jamais s'arrêter. Parce que tu ne peux pas comme ça éduquer les gens. Là où tu as raison, c'est que tu as le gars qui fait ce genre de vidéos et qui les vend, mais derrière, tu as des acheteurs. Et les acheteurs sont plus nombreux que celui qui fait. Donc t'imagines, si tu as, je sais pas, 200 acheteurs pour cette vidéo, derrière le mec, il va continuer, et tu vois, il va se dire, bon, bah trop bien, ça marche. Enfin, c'est un espèce de truc de boule de neige complètement glauque et dramatique, hein, clairement, ouais. Mais cette vidéo, moi, un jour, Tu l'as vue? je suis tombé sur cette vidéo. Un jour, en fait, moi, pour trouver mes liens pour faire mes vidéos sur le dark web, je clique sur pas mal de trucs, je suis redirigé, etc. Tu vois, je suis obligé de fouiller un peu en profondeur. Et un jour, je suis tombé, mais par hasard, j'avais pas cherché des images. Et je suis tombé sur la vidéo, j'ai cliqué sur un lien, la vidéo s'est lancée en grand écran, j'ai quitté direct, j'ai compris ce que c'était, tu vois. Mais hard, ouais. Et bon, je sais que c'est pas tellement bien de dire ça et que les gens auront la psychologie inverse. Mais en vrai, je suis obligé de le dire en vrai. Mais n'allez pas en fait sur ce genre de choses. Ne regardez pas ça parce qu'en fait,
vous allez enfin juste vous traumatiser pour rien quoi, c'est ça. Et en vrai même notre expérience à nous, on peut vous le dire, on est personne évidemment, j'imagine que des personnes ont regardé des trucs beaucoup plus graves que nous, même par exemple les policiers ou les pompiers aussi. Bien sûr, bien sûr. Eux vraiment dans le réel et voient des choses comme ça assez horribles tous les jours. On est personne pour vous dire ça, mais vraiment ne regardez pas ce genre de choses. Et même nous on a été traumatisés de certaines choses. Ouais, mais c'est ce qui est violent aussi avec les réseaux sociaux, les rumeurs, les choses comme ça, c'est que ça va forcément donner des idées à d'autres personnes qui sont un peu perturbées dans leur tête et qui peuvent, elles, avoir envie de reproduire ce genre de choses. Et c'est ce qui est compliqué, parce que là, on parle du dark web, mais si on prend plus largement, moi, je parle très souvent et je critique très souvent Twitter. Je trouve Twitter, il n'y a pas de censure, il n'y a rien. Sur Twitter, tu as des images hyper violentes et n'importe qui peut tomber dessus. Et je trouve ça dramatique de voir qu'aujourd'hui, c'est accessible à ce point. Même TikTok, j'ai l'impression qu'on commence à devenir, en tout cas, TikTok, tu peux avoir des commentaires, je trouve. En tout cas, les idées qui s'y retrouvent là-bas sont, je trouve, extrêmes et terrifiantes. Ouais, complètement. Ouais. Mais tous les réseaux sont un peu... sauf YouTube, qui est génial. Ouais, je dis YouTube, on est safe, ici on est pas mal, mais c'est cool de parler de ça, en vrai, c'est hyper important. On évite les traumas et on kiffe juste. Ouais, franchement, effectivement, comme a dit Léo, le but, c'est pas de faire une promotion du dark web, c'est pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Et après, je pense que là, la vidéo qui vient de se passer donne pas trop envie aux gens d'aller sur le dark web, je pense. Merci Kinui d'être venu sur la chaîne, c'était trop bien mec, j'ai passé un trop bon moment avec toi. J'espère que les gens ont kiffé en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, à nous dire en commentaire, on ira voir les commentaires pour voir si vous avez kiffé ce format-là, est-ce qu'il y a des choses à améliorer qu'on pourrait faire de plus pour que le format soit encore plus cool. J'avais parlé à Kinui en off, peut-être pourquoi pas faire des petits repas. Bon, c'est vrai que c'est un peu complexe parce que je sais pas trop comment faire des repas dégueux. Ouais, mais rajouter un petit happening de repas, ça peut être marrant. À la fin, pourquoi pas au dessert. Ouais. Peut-être dans le prochain épisode, vous verrez ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Je vous invite évidemment à aller voir la chaîne de Kinui car il fait un taf énorme. Le mec, dès que je lui parle, je taffe. Le mec taffe tout le temps, c'est terrible. Le mec n'a aucune vie. Bref, le mec alterne plusieurs boulots, c'est terrible. D'ailleurs, je sais pas comment tu fais pour avoir une vie à côté. Je ne pas. Ok, c'est terrible. Je mettrai évidemment sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir, à lui donner de la force. C'est vraiment un gars humainement, déjà mec, je te le dis en off, que j'adore. Et aussi dans le contenu que je te suis mec depuis le début, hein. Primal Catacombe, la secte. Et les threads réciproques. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, c'est moi qui t'avais envoyé un message sur Insta un jour, tu te souviens? Au tout début, mec. J'ai tombé sur tes threads il y a très longtemps et j'avais dit putain, mec, t'as un truc, continue et tout. Merci beaucoup, mec. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve nous très prochainement pour un nouveau format. Le prochain est avec Antion. Pour ceux qui sont restés du coup jusque-là, vous avez l'exclu. Et essayez de bien dormir après ces histoires. Je pense que ça va être compliqué, mais bon courage. The bandages. Okay, we have 14 bandages. We should be okay. We go. Cuteness is a well-known captain trait, exactly. Exactly. You love the pirate hair in real. I feel like I'm fighting those fights in real. Guys, this corset is actually getting so fucking tight. Holy shit! Whew. Gosh, waist braid. Gosh. It wasn't tight before, but like I just feel like I'm slouching more now because I'm more tired. So it's like, yeah. Guys, the thing is, after this we could get a new ship. Oh god, we'll need to start over, right? Here, let me get our food. Okay, we have food. Helm's yours, Captain. Okay. We board? We wait until they board?